Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous faire une petite vidéo bilan sur mon année en tant que jury du prix Audiolib. C'était la première fois que j'étais jury pour ce prix et notre rôle c'était en fait de faire passer la sélection de 10 titres à 5 titres et ensuite le vote final parmi les 5 finalistes il est lui ouvert au public. Et du coup aujourd'hui je vais revenir rapidement sur mes 10 lectures, du coup ce sont 10 titres que j'ai déjà chroniqués sur la chaîne mais voilà je vais revenir un petit peu dessus puis vous expliquer mon classement et puis je vous donnerai ensuite la révélation finale des 5 finalistes qui a été faite par Audiolib puisque ça s'est fait là tout récemment au début du mois de juin. Donc c'était la bonne occasion pour revenir vous parler de tout ça. On avait donc reçu tous les titres audio en version numérique et également en version physique pour ceux pour lesquels ça existe, ce qui n'était pas le cas des 10 mais c'était le cas de 8 d'entre eux. Mais effectivement il y a certaines collections qui ne sont pas publiées en version physique, c'est le cas notamment d'une partie de la littérature étrangère, de l'imaginaire, du young adult, enfin voilà, de certains genres comme ça qui ne sont pas présents directement en physique, en librairie, mais qu'on peut trouver sur toutes les plateformes d'écoute de livres audio. Et puis donc en plus, donc nous on avait un accès pour tous les livres audio pour pouvoir choisir le média par lequel on voulait le découvrir. Ce que je vais faire du coup aujourd'hui, c'est que je vais remonter mon classement, je vais partir de celui que j'ai le moins apprécié et remonter jusqu'au titre que j'ai mis en première position. Celui que j'ai mis en dernière position, justement, c'est l'un des 2 titres que nous n'avions pas en version physique. Il s'agit d'un roman qui s'appelle Peindre la pluie en couleurs par Aurélie Tramier. C'est un titre qui était sorti il y a déjà quelques années de ça et qui est sorti plus récemment en poche et du coup également en version audio. On est sur un récit plutôt feel good dans lequel on va suivre l'histoire de Morgane dont sa sœur est décédée. Sa sœur va mourir dans un accident et on va se rendre compte que les directives qu'elle avait laissées c'était que ses enfants reviennent donc à sa sœur Morgane, que ce soit elle qui en est la garde et qui les récupère. Morgane c'est une jeune femme qui travaille en crèche mais qui n'a jamais eu d'enfant et qui s'y connaît pas vraiment avec les enfants et encore moins du coup avec les enfants un peu plus grands puisqu'elle est habituée à côtoyer vraiment des tout petits à la crèche. Et donc on va voir comment est-ce qu'elle va un peu se reconstruire avec eux. En parallèle de ça on va découvrir l'histoire de Morgane qui a eu une histoire du coup assez compliquée et on voit les secrets de famille que ça a pu entraîner et notamment les distensions que ça a pu amener avec la mère donc, de Morgane et de sa sœur dont j'ai oublié le prénom. Donc voilà, on suivait un petit peu tout ça, c'est donc un récit plutôt feel good. C'est vrai que pour être très honnête, c'est pas forcément le récit qui me tentait le plus de la sélection. Et le défaut que je lui ai trouvé, c'est que j'ai trop souvent levé les yeux au ciel. Il y avait trop d'incohérences, trop de petites remarques qui m'ont déplu, etc. Trop de petites choses, certaines remarques que j'ai trouvées pas forcément très bienveillantes, pas forcément très crédibles parfois aussi, certaines remarques médicales qui étaient fausses, enfin voilà. Quelques petites choses comme ça qui ont fait que ça m'a décroché de ma lecture. Mais par contre, je dois quand même reconnaître que je m'attendais pas à être aussi touchée par le récit et qu'au final, c'est quand même un récit qui a plutôt réussi à me toucher. On suivait à la fois le point de vue du coup de Morgane et de Elliot, donc l'aîné, puisqu'il y a Elliot et Léa, et Léa c'est la petite sœur. Et du coup voilà, c'était intéressant d'avoir leurs 2 points de vue. Donc voilà, c'était pas une mauvaise lecture, mais c'est vrai que c'est le titre qui m'a le moins parlé de la sélection. Ensuite, pour les 2 titres que j'ai mis en 8ème et en 9ème position, pour le coup c'est vraiment une question de goût personnel parce que ce sont clairement des titres qui ont de grandes qualités, dans lesquels on voit qu'il y a eu un très gros travail dessus, mais c'est vrai qu'en matière de plaisir de lecture, ça n'a pas forcément été le top du top pour moi. Celui que j'ai mis en 9ème position, c'est donc La Louisiane par Julia Maley. A priori elle est française, mais elle a vécu pas mal de temps à l'étranger, notamment aux États-Unis, et c'est ce qui l'a amenée à écrire ce roman-là. On est sur un récit en fait qui se passe en 1720 et dans lequel on va suivre 3 femmes qui étaient internées à la Salpêtrière pour des raisons différentes et qui vont être envoyées dans les colonies en Louisiane en l'occurrence pour devenir des épouses des colons qui sont déjà sur place. Et donc voilà, on suit le destin de ces femmes qui n'ont pas forcément choisi de se retrouver envoyées là-bas. Et puis on voit leurs histoires entre elles, les liens qu'elles vont avoir entre elles qui sont pas forcément évidents au départ. Et c'était assez intéressant, on voit vraiment que c'est un récit qui est très documenté, mais c'est vrai que c'est quand même un titre qui est assez long et que les personnages sont pas forcément hyper attachants non plus. Donc voilà, j'ai pas forcément été hyper emballée par celui-ci, même si c'est vrai que clairement il y a du gros travail de recherche autour. L'entretien d'ailleurs avec l'autrice qui était à la fin du récit était très intéressant. Un petit peu dans la même catégorie, beaucoup de recherches autour, mais un plaisir de lecture qui n'a pas forcément été là. J'ai mis en 8ème position Les yeux de Mona par Thomas Schlesser.
Celui-ci c'est également suivi d'un entretien avec l'auteur qui pareil était très intéressant. On est sur un récit qui se passe en 52 chapitres pour les 52 semaines de l'année et on va y suivre l'histoire de Mona qui est une jeune fille d'une dizaine d'années. Elle va avoir une sorte d'incident, on comprend pas très bien ce qui s'est passé et pendant cet incident elle a perdu la vue. C'est quelque chose qui n'est pas resté, elle a retrouvé la vue suite à cet incident mais son grand-père qui s'occupe d'elle le mercredi va décider en fait de l'amener toutes les semaines dans les différents musées afin de remplir ses yeux et ses souvenirs et sa mémoire de plein de belles choses au cas où elle finirait par vraiment perdre la vue. En parallèle de ça, on suit donc l'histoire et le quotidien de Mona, aussi bien dans sa vie d'enfant qui va à l'école que dans tous les rendez-vous médicaux, etc. qu'elle a à faire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est donc un récit qui est vraiment une ode à l'art. Thomas Schlesser travaille lui-même dans ce domaine et voilà, il a voulu nous faire partager sa passion pour tout ça dans le récit. Donc ouais, c'est un récit qui est vraiment très documenté, qui donne envie de se renseigner sur les différentes œuvres, etc. Mais deux soucis pour moi à la lecture. Le premier, c'est que c'est un récit qui est vraiment long et que ça se ressent quand même pas mal. Donc voilà, j'ai trouvé ça quand même vraiment trop lent. Et puis le deuxième, c'est que finalement, dans tout le récit, tout ce qui va entourer le pourquoi est-ce que Mona a eu ce problème au niveau de la vue, pourquoi est-ce que c'est revenu, etc. C'est expliqué d'une manière qui pour ma part ne m'a pas plu, qui pour ma part ne correspond pas avec ma sensibilité et le genre d'histoire qui me parle. Ce sont des choses qui me laissent un petit peu indifférente. Donc voilà, du coup une petite déception du côté des explications sur la fin. Mais c'est vrai que pour le côté vraiment histoire de l'art, c'est quand même un récit qui est très intéressant, qui a déjà été traduit dans pas mal de langues. D'ailleurs c'est également le cas pour la Louisiane dont je vous ai parlé juste avant. Ensuite, en 7ème position, on arrive là où ça a été un petit peu plus difficile pour moi de départager les livres, puisqu'il y a ensuite en fait 5 lectures que j'ai toutes les 5 vraiment appréciées, avec lesquelles j'ai passé des bons moments, et du coup ça n'a pas forcément été évident de différencier lesquelles je mettais au-dessus. Aucune de ces lectures n'a été un coup de cœur, aucune de ces lectures n'a été parfaite, mais voilà, ça a été quand même des lectures avec des qualités à chaque fois. Donc j'ai décidé de mettre finalement en 7ème position Les gens de Bilbao naissent où ils veulent par Maria Larrea. C'est donc un récit qui est lu par l'autrice et je crois que c'était le seul de notre sélection. Les lectures par les auteurs c'est un peu qui tout double, parfois c'est très bien fait et puis parfois vraiment pas du tout. C'est vrai qu'être comédien c'est vraiment un métier à part entière et un livre audio c'est être comédien. En l'occurrence Maria Larrea a plutôt bien lu son titre, mais c'est vrai quand même un petit peu plus sur la fin où on sent qu'elle commence un petit peu plus à être à l'aise je pense avec son texte, mais ça se justifie par la forme étant donné qu'en fait l'histoire à l'intérieur du récit c'est vraiment l'histoire de Maria Larrea, c'est son histoire à elle, son vécu à elle, ses recherches autour de ses origines, puisqu'en fait l'histoire de Maria Larrea c'est donc que c'est une journaliste et qu'elle va s'interroger à un moment sur ses origines, elle va rencontrer une voyante qui va lui dire certaines choses et ça va lui mettre un peu la puce à l'oreille, elle va commencer à enquêter et elle va se rendre compte qu'en fait elle est née en Espagne, donc à Bilbao, et qu'elle a été une enfant qui a été enlevée pendant le régime fasciste pour être ramenée en France et offerte à un couple qui était considéré comme étant mieux. Voilà, donc c'est un récit du coup qui est quand même assez particulier, elle revient vraiment, elle mène vraiment finalement son enquête journalistique autour de sa propre histoire en Espagne. C'est donc un premier roman et on va suivre plusieurs narrations à la fois. D'un côté on suit l'histoire de Maria à l'époque actuelle qui essaye donc de comprendre ses origines et puis en même temps on suit l'histoire des femmes qui ont fait partie de sa lignée en Espagne et c'est dans cette partie là que ça m'a peut-être un petit peu plus perdue. Au début du récit j'ai eu un petit peu de mal à différencier tout le monde. C'est vrai quand il y a plusieurs narrations, plusieurs points de vue, c'est pas forcément le plus évident à différencier en livre audio. Mais voilà, en tout cas ça a été quand même plutôt une chouette histoire, j'ai bien apprécié ce dont ça parlait, mais c'est vrai que c'est pas forcément le récit qui m'a le plus marqué non plus. Ensuite, en 6ème position, j'ai décidé de mettre Traverser la nuit par Hervé Lecor. On est sur le seul roman vraiment sombre, vraiment plus thriller de la sélection. Ce récit-là se passe donc en région bordelaise, de là où vient Hervé Lecor, et nous raconte une histoire dans laquelle on va suivre deux points de vue. D'un côté, on a le point de vue de Louise qui élève seule son fils Sam et qui se fait battre par son ex-compagnon qui est toujours présent dans le paysage. Louise c'est une jeune maman qui essaie de s'en sortir comme elle peut mais qui galère pas mal. Et puis en parallèle de ça on suit le commandant de police Jourdan qui lui travaille actuellement sur une enquête assez sordide qui se passe également dans la même région et donc les deux vont être amenés à se rencontrer. On va suivre du coup toute l'histoire de cette enquête policière
et en même temps le quotidien de Louise dans ces violences très fortes qu'elle subit. C'est donc un récit qui est quand même assez sombre, assez particulier, et c'est vrai qu'au départ ça détonne un peu avec la voix d'Ariane Brousse qui a une voix assez claire et c'est pas forcément le type de voix que moi j'aurais imaginé en tout cas sur ce livre audio, et c'est vrai qu'on était pas mal des jurys à être d'accord avec ça. C'est vrai que sa voix se prête assez bien au personnage de Louise, mais par rapport à la noirceur du quotidien de Jourdan, qui est un homme plutôt bourru d'une cinquantaine d'années, etc., on s'attend pas à avoir cette voix féminine pour nous raconter son récit. Mais voilà, en tout cas pour ma part ça a été plutôt une chouette lecture. Par contre, j'ai pas apprécié la fin du récit. Je comprends l'intérêt sur le plan romanesque, mais j'ai pas forcément trouvé ça super crédible que ça se finisse de cette manière-là. Donc voilà, un petit bémol par rapport à la fin. Je pense que c'est ce qui lui a coûté le fait, à mon avis, d'être dans le top 5, mais ça a quand même été un bon récit, ça a été plutôt une bonne surprise parce que c'est vrai que c'est pas forcément moi mon style de lecture et je l'ai quand même plutôt bien accroché dedans. Ensuite, en 5e position, j'ai décidé de mettre Perspective par Laurent Binet. Celui-ci c'est quand même un récit qui est assez particulier et qui a un très gros travail autour, c'est pour ça que même si c'est pas un récit auquel j'ai mis une note extravagante. Je crois que j'avais mis la note de 15 sur 20, donc voilà, c'était une bonne lecture, mais c'est vrai que par rapport à tout le travail qu'il y a dessus, toute l'originalité, etc., je trouve que voilà, ça mérite quand même d'être salué de ce côté-là. Ce qu'a fait Laurent Binet pour ce récit, c'est qu'en fait il est parti des peintres de la Renaissance. Le récit commence donc à Florence et on va suivre en fait l'histoire de plusieurs peintres et d'apprentis et toute cette confrérie d'artisans peintres. Et l'un d'entre eux va être retrouvé mort. Et en parallèle de ça, on va retrouver une toile sur laquelle figure une Madone, donc une femme, une Vénus nue, etc., bien en chair, très exposée, sauf que son visage a été remplacé par celui de la fille du duc, la fille toute jeune du duc, et du coup c'est un petit peu quand même un affront au duc, et donc il y a une double enquête qui est menée, à la fois pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le peintre est mort, et également qu'est-ce qui a mis la tête de la fille du duc sur cette peinture et pourquoi est-ce que ça a été fait et également qu'est-ce qui est devenu le tableau puisqu'en fait plusieurs personnes l'ont vu et qu'ensuite il a disparu. On va donc suivre toute cette histoire et on la suit sous forme d'une correspondance entre plein de différents personnages. Il y a vraiment une très longue liste des personnages et d'ailleurs à l'intérieur du récit audio il y a un petit papier. Je crois même pas qu'il y ait tout le monde dessus, mais il y a quand même voilà, une partie des personnages ici. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai écouté le livre audio en voiture, donc clairement je ne pouvais pas me référer à ça. Et pourtant, ça aurait bien mérité parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages différents et que c'est pas forcément très facile de s'y retrouver. Laurent Binet en fait a écrit pas mal de romans qui ont une inspiration effectivement historique. Alors tout n'est pas réel, tout n'est pas véridique dans ce qu'il raconte, mais par contre c'est vraiment très documenté pour que ce soit plausible par rapport à l'époque, etc. Donc ça c'était vraiment super intéressant. Pour celui-ci aussi il y a un entretien à la fin du récit avec Laurent Binet et c'est également très intéressant à écouter pour voir comment est-ce qu'il a construit tout son travail, etc. Donc voilà, ça a été une bonne découverte, c'est un récit qui est assez particulier, c'est vrai que pour ma part je me suis un peu trop perdue dans tous les différents correspondants, mais c'est un récit qui change pas mal des autres avec à la fois le côté historique, le côté épistolaire et le côté enquête, et tout ça se mêle vraiment très bien. En 4e position, j'ai décidé de mettre La dernière allumette par Marie Vareille. C'est un récit qui a eu un assez franc succès auprès des autres membres du jury. Il est sorti aux éditions Charleston durant le printemps, donc vraiment récemment, et en audio je pense en même temps, ou à peu près en même temps. Ce récit-là nous est raconté du point de vue d'Abigail, qui est une jeune femme qui vit assez recluse dans un couvent en Bourgogne, et elle va nous raconter à la fois l'histoire de son enfance et également l'histoire de son frère, ou en tout cas de ce qu'elle perçoit de l'histoire de son frère qui s'appelle Gabriel. On va comprendre assez vite que leur enfance n'a clairement pas été rose, qu'ils étaient dans une famille très dysfonctionnelle dans laquelle le père battait la mère et également le fils, donc Gabriel, et finalement Abigail c'était un petit peu celle qui était épargnée parce que c'était la petite chouchoute, mais il n'empêche voilà, qu'elle a grandi dans ce climat très très sombre, très néfaste et qui a eu de lourdes conséquences sur elle. Et du coup le point de départ de ce récit c'est vraiment de savoir qu'est-ce que deviennent les enfants qui grandissent là-dedans une fois qu'ils sont adultes, une fois qu'ils construisent eux-mêmes leurs relations et leur foyer. Et c'était vraiment super intéressant, c'est un récit qui a 2 twists à l'intérieur. Un premier twist qui a quelques petits indices. Pour les 2 twists, il y a quand même quelques indices qui sont parsemés, mais c'est vrai que le premier des 2 m'a vraiment surpris et ça a été une très chouette surprise pour moi. J'ai trouvé ça vraiment très bien vu de la part de Marie Vareille parce que du coup ça amène vraiment des réflexions et ça
nous fait changer notre point de vue. On se disait vraiment ah bah oui c'est comme ça et puis voilà, et finalement voilà, elle nous amène à penser autrement, elle nous retourne un peu le cerveau de ce côté-là. Par contre pour ce qui est de la deuxième révélation qui vient vraiment sur la fin du récit, celle-ci pour ma part m'a moins parlé, donc voilà, il y a un petit bémol aussi de ce côté-là, j'aurais préféré je pense une autre explication. Mais voilà, en tout cas ça a été une bonne découverte, c'est un récit qui est vraiment intéressant, qui est assez fort. C'est vrai qu'on s'attend de la part, je pense, de Marie Vareille, et puis avec cette couverture, etc., on s'attend à un récit qui est assez léger, et finalement c'est pas forcément le cas, c'est vraiment un récit qui est au sein des violences familiales, avec des éléments et des scènes qui sont particulièrement difficiles. En tout cas pour ma part ça a été plutôt une bonne surprise. C'est vrai que ça n'a pas été le coup de cœur comme ça a été le cas pour pas mal d'autres personnes, mais en tout cas ça a été quand même une chouette découverte, et c'est pour ça que je l'ai mis à la 4e place. En 3e position, j'ai décidé de mettre Le Soldat désaccordé par Gilles Marchand. C'est un récit assez court, je pense que c'est l'un des plus courts de la sélection. Et dans ce récit-là, en fait, on va suivre un ancien soldat de la Première Guerre mondiale qui a décidé à la suite de la guerre de devenir une personne que les familles des soldats, les familles, les amis, etc. des soldats peuvent appeler pour essayer de retrouver quelqu'un, un ancien soldat qui est parti pendant la guerre. Ça peut être un compagnon d'infanterie, un ami, un fils, un mari, un père, voilà. Son rôle à lui, ça va être d'essayer de retrouver qu'est-ce qui s'est passé, et soit de trouver où est le corps du défunt, puisqu'il y a quand même dans le lot forcément énormément de soldats qui sont décédés, ou bien d'essayer de remonter la piste de ce soldat, de savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré chez lui, est-ce que c'est parce qu'il a un stress post-traumatique important, est-ce que c'est parce qu'il est encore hospitalisé, etc. Et d'essayer de réunir tout ce monde-là. Notre narrateur va donc être appelé par une maman qui cherche à retrouver son fils qui n'est jamais revenu de la guerre, et il va donc se lancer dans toute une enquête à la recherche de cet homme. Pour ça, il va être amené à rencontrer pas mal d'autres personnes, pas mal d'autres anciens soldats qui vont également lui raconter leur histoire et puis l'histoire de celui qu'il cherche. C'est un récit qui est vraiment intéressant à suivre, c'est un récit avec une histoire d'amour à l'intérieur, c'est un récit où il y a vraiment un grand sens qui est mis, un grand choix précis au niveau des mots, et c'était vraiment très fort de ce côté-là. En plus de ça, donc l'équipe d'Audiolib nous avait organisé une journée pour célébrer du coup à la fin de toute cette phase de sélection et de vote. Et lors de cette journée, il y avait du coup Gilles Marchand et également Laurent Natrella qui a lu le récit, qui était présent. Et Laurent Natrella lit très très bien le récit, et ils nous ont fait du coup une lecture immersive avec Gilles Marchand qui jouait de la musique en même temps puisqu'il est également un musicien, et c'était vraiment formidable. Donc voilà, vraiment très très chouette. Et c'est vrai que du coup ça m'a rappelé à quel point tous les mots qui étaient choisis dans le récit étaient justement aussi bien choisis, et à quel point ça sonnait bien. Donc voilà, vraiment un chouette récit. C'est un récit qui a déjà eu pas mal de prix, qui a déjà eu une assez chouette vie, mais c'est vrai qu'il le mérite. Et pour finir, on va arriver à mes deux derniers, à mes deux préférés, et pour le coup j'ai eu beaucoup de mal à choisir lequel je mettais en première position et lequel je plaçais en seconde, parce que c'est deux récits qui m'ont beaucoup émue, qui m'ont beaucoup touchée, qui sont assez difficiles également tous les deux, mais sur des thématiques très différentes. Et du coup finalement j'ai décidé de mettre en deuxième position Les Enfants endormis par Anthony Passeron. Celui-ci aussi c'était l'un des plus courts titres de la sélection, et c'est un récit dans lequel Anthony Passeron va raconter finalement à la fois l'histoire de sa famille et puis l'histoire de tous les chercheurs qui ont travaillé autour du virus du VIH et autour de la maladie, donc du sida. Il va nous raconter tout ça parce que c'est quelque chose qui a directement frappé sa famille, étant donné que son oncle Désiré a été atteint du sida, ainsi que sa compagne et puis leur fille. Ce sont des personnes qui ont été contaminées par la prise d'héroïne, qui sévissait de manière très forte à l'époque. Et ça sévissait pas seulement à Paris dans le milieu gay de la fête, etc., mais également dans des milieux plus ruraux. Et en l'occurrence, la famille d'Anthony Passeron vit sur les hauteurs au-dessus de la ville de Nice, donc dans le sud de la France. Donc voilà, du coup c'est vraiment un récit qui est très intéressant, qui mêle à la fois du témoignage très dur et franc et direct vraiment de l'histoire d'Anthony Passeron, qui lui a connu ces personnes-là quand il était enfant et dont il a des souvenirs qui sont parfois assez limités. Et puis en même temps, on a vraiment, donc voilà, vraiment l'histoire de tous les chercheurs, et notamment des chercheurs français qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup œuvré pour comprendre qu'est-ce que c'était que cette maladie, pour casser les stigmas qu'il y avait autour, puisqu'on appelait au départ le VIH le cancer gay quand on ne comprenait pas ce que c'était, et que c'était des populations qui étaient très marginalisées, puisqu'on considérait que voilà, c'était soit les personnes qui étaient gays, soit des personnes qui étaient droguées, etc. Et donc on s'en occupait pas forcément aussi bien qu'il aurait fallu, et ça retardait pas mal de diagnostics également. Donc voilà, du coup Anthony Passeron met vraiment tout ça en avant, et c'est un récit que j'ai beaucoup apprécié, à la fois pour le côté fiction, même si c'est l'histoire vraie de sa famille, et pour le côté presque documentaire sur les faits scientifiques.
Donc voilà, vraiment un très très chouette récit, je vous recommande chaudement. Il est sorti en poche assez récemment, je vous invite vraiment à le découvrir. Et par contre pour le coup celui-ci, il n'y avait pas d'entretien avec Anthony Passeron à la fin du récit et j'ai trouvé ça assez dommage parce que ça aurait été vraiment très intéressant à écouter. Et du coup ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin de ma lecture audio, je suis allée chercher moi-même des petits entretiens avec Anthony Passeron pendant des émissions qu'il a pu faire par exemple à la radio ou quoi. Et c'était très intéressant du coup d'écouter justement comment est-ce qu'il avait travaillé autour de ça et autour de l'histoire de sa propre famille. Et pour terminer, le livre que j'ai mis en première position, c'est du coup l'autre titre que nous n'avions pas en version physique puisqu'il s'agit d'Arpenter la nuit par Leila Motley. C'est le seul roman étranger qu'on avait dans cette sélection et c'est un récit qui m'a beaucoup plu. Je l'avais déjà dans ma pile à lire en fait depuis quelques temps. Et la version audio, ça a du coup été la bonne occasion, la bonne opportunité pour me décider à enfin le découvrir. Dans ce récit-là, on va suivre l'histoire de Chiara, qui est une toute jeune fille de 17 ans, qui vit dans des quartiers assez compliqués, assez défavorisés, dans la ville d'Auckland aux États-Unis, pas Auckland de la Nouvelle-Zélande. Et elle essaye de s'en sortir comme elle peut, elle est avec son grand frère, mais son grand frère ne prend pas vraiment ses responsabilités, et elle essaye également pas mal d'aider le fils de sa voisine, qui est pas mal laissé tout seul parce que sa mère a beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Et au bout d'un moment, Chiara, qui n'arrive vraiment pas à payer le loyer et qui ne voit pas comment est-ce qu'elle va pouvoir faire pour s'en sortir, décide finalement de céder à la tentation de se faire de l'argent un peu plus facilement, entre guillemets, et va proposer son corps et va se vendre dans la rue. Ce qui va se passer, c'est qu'assez rapidement, en fait, elle va être repérée par des policiers, sauf que les policiers ne vont pas l'arrêter pour son travail qu'elle est en train d'effectuer, mais vont au contraire décider de l'embaucher et vont l'amener dans des soirées qu'ils organisent. Et suite à ça, Chiara va être appelée à pas mal de reprises dans ces soirées, jusqu'au moment où le scandale va éclater et où on va se rendre compte vraiment qu'il y avait ces policiers qui entretenaient finalement un réseau de prostitution, parce qu'elle n'était pas du tout la seule de ces jeunes filles, et en plus de ça, donc elle, Chiara, est mineure et c'était pas non plus la seule. Donc voilà, du coup on suit vraiment toute cette histoire. J'ai beaucoup apprécié la manière dont était construite le récit, j'ai vraiment trouvé que c'était très fort de voir comment Chiara plonge dans tout ça. On découvre en même temps toute leur histoire familiale qui est très difficile, et par contre on a quelques bulles un peu plus de douceur, notamment dans la relation de Chiara avec une de ses amies et puis dans sa relation avec donc l'enfant, le fils de sa voisine. Pour le coup il n'y avait pas d'entretien avec l'autrice à la fin, notamment parce qu'elle est étrangère, mais par contre il y a une note de l'autrice qui était traduite et qui était du coup lue et qui remplaçait un peu cet entretien, dans lequel elle explique qu'elle a commencé du coup l'écriture de ce récit en étant vraiment très jeune. Elle a fini le récit je crois à peu près à 20 ans, quelque chose comme ça, enfin vraiment, vraiment très jeune, et qu'elle s'est basée sur des faits réels qui se sont vraiment passés dans sa ville d'origine, à savoir donc Auckland, avec cette histoire de policiers qui étaient pris dans un réseau de prostitution et qui ont été jugés mais relaxés. Donc voilà, il n'y a jamais eu de suite par rapport à tout ça, et dans l'enquête on sait qu'il y avait justement des jeunes filles mineures, mais on n'a pas plus de détails sur elles, et donc voilà, Leila Motley a décidé un peu d'écrire leur histoire, de se demander qu'est-ce qui avait fait que ces jeunes filles se retrouvaient là, et d'imaginer leur récit. Donc vraiment j'ai trouvé ça très bien fait, et c'est vrai que sur le plan du coup également de la société, c'est un récit qui est hyper intéressant. Donc c'est un récit que je vous recommande ici aussi. Il est aussi sorti en poche, c'est le cas en fait de pas mal des titres de la sélection, et c'est un récit du coup vraiment que je vous recommande, que ce soit en papier ou en audio. L'audio est très très bien lu, mais c'est vrai que c'est pas le récit le plus simple à écouter, c'est pas le récit le plus fun, c'est clair, mais c'est un récit qui pour ma part m'a beaucoup impacté. C'est un des premiers que j'ai écouté, et c'est vrai que tous les autres ne souffraient pas la comparaison par rapport à celui-ci. Donc voilà, j'en ai donc terminé avec mon classement de ces 10 titres qui étaient en sélection. Ensuite on a donc chacune, toutes les membres du jury, rendu un petit classement de 1 à 10. Tout ça a été croisé dans un tableau Excel avec un nombre de points en fonction du classement auquel c'était, etc. Pour aboutir du coup à la sélection des 5 finalistes qui sont donc maintenant ouverts au vote du public. Donc n'hésitez pas à aller voter, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et du coup, pour faire simple, les 5 finalistes qui ont été choisis, eh bien ce sont mes 5 finalistes, les 5 que j'avais mis au plus haut. On n'a pas eu le classement, on n'a pas eu le détail desquels avaient eu le plus de points, mais en tout cas voilà, c'est les 5 que pour ma part j'avais mis en haut du classement, donc je suis vraiment contente. Je crois que j'étais la seule des membres du jury, il me semble que j'étais la seule des membres du jury qui avait 5 sur 5. Donc du coup les 5 finalistes sont Perspective par Laurent Binet, La dernière allumette par Marie Vareille, Le soldat désaccordé par Gilles Marchand, Les enfants endormis par Anthony Passeron, et puis Arpenter la nuit par Leila Motley. Donc clairement je suis ravie et j'ai hâte de voir du coup qu'est-ce qui se passera et qui gagnera ce titre, mais en tout cas ce sont tous les 5 de très très chouettes récits que je vous invite à découvrir si vous aimez les livres audio, ou bien à les découvrir par un autre biais, mais voilà, c'est le prix Audiolib, donc je ne peux que vous inviter à les découvrir en livre audio.
En tout cas pour ma part j'étais très contente de faire partie de cette expérience de jury pour la première année et clairement je renouvellerai ma candidature pour l'année prochaine. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous écoutez des livres audio. Moi pour ma part c'est vrai que ça fait maintenant pas mal d'années que j'en écoute, je pense que ça doit faire peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire quel est vous votre rapport au livre audio, si vous avez déjà lu ou si vous connaissez déjà certains de ces titres. Et puis sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt et d'ici là faites de belles lectures. Salut!